Bonjour, chers lecteurs, partout où vous êtes en train de nous suivre sur votre émission Un livre, un auteur. L'émission Un livre, un auteur a pour objectif de faire la promotion des écrivains, des auteurs. Et aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir un analyste politique, auteur, doctorant en politique. Il a un peu plusieurs casquettes. C'est quelqu'un, quand je l'ai eu à découvrir un peu ses œuvres, je me suis dit que le Congo, non seulement a une richesse de sous-sol, mais aussi les champs sématiques. Le cerveau des gens est une richesse congolaise. Et c'est un homme cultivé, c'est un homme passionné de la politique, c'est un homme qui a plusieurs, comment dirais-je, propositions et recommandations pour la stabilité politique de notre nation. Et pour ne pas faire beaucoup d'éloges à notre invité, je m'en veux d'emblée présenter cet article qui est publié au Centre d'études de documentation sur l'Afrique centrale. L'article parle de la République démocratique du Congo vers le tripartisme ou multipartisme à trois. Et notre invité, qui est l'auteur de cet article, est M. Claude Munanga, que j'ai dit bonjour. Bonjour. M. Claude Munanga, bienvenue sur le plateau de Un livre, un auteur. Quelle est votre impression par rapport à cette émission? Tout d'abord, merci de l'invitation. Okay. C'est un cadre idéal et vraiment c'est à féliciter parce que aujourd'hui beaucoup de gens investissent dans des futilités telles que des bars, des hôtels, autre chose. Mais le promoteur de cette structure a investi dans le savoir, vraiment c'est vraiment très important, c'est à féliciter. Merci beaucoup. J'ai eu à faire la présentation de votre personne en étant un analyste politique. Je ne sais pas, vous pouvez nous brosser en 2 minutes votre biographie. Bon, je suis doctorant en sciences politiques, spécialité relations internationales et études stratégiques à l'université de Yaoundé au Cameroun. Okay. Donc je suis en train de rédiger ma thèse. Ouais. Et donc je suis analyste politique, ça fait au moins 7 ans que je passe dans les différentes chaînes pour faire les analyses politiques sur le plan interne et international. Donc on essaie un peu de faire quelque chose pour la stabilité de notre pays parce qu'il y a beaucoup de problèmes politiques dans notre pays qui freinent le développement, qui freinent l'élan dans presque tous les domaines. Voilà. Ok. Vous êtes auteur de l'article République démocratique du Congo vers le tripartisme au multipartisme à trois. Pourquoi cet article a été-il écrit? Quelle était votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet article? J'ai fait l'autopsie. Depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, j'ai fait l'autopsie du système politique que nous avons dans notre pays. Après avoir fait l'autopsie, ces systèmes légués par les colonisateurs belges, ce système a échoué. Okay. Alors, avant les élections de 2018, donc j'ai eu une sorte de prophétie. Je me suis dit, je dois écrire quelque chose pour essayer un peu de mobiliser la classe politique, mon peuple. Parce que cette instabilité politique n'a pas vraiment été perçue par cette classe politique, par ce peuple. Alors, l'article que j'ai écrit, enfin le brouillon, j'avais remis aux différents candidats à l'élection présidentielle. J'avais remis au candidat Chadari, au candidat Fayulu, au candidat Tshisekedi. Et après,
les élections, tout ce que j'avais écrit, ça s'est révélé. Donc, après les élections, il y a eu 3 grandes forces politiques qui ont obtenu le suffrage du peuple congolais. Vous avez la MOUCA, vous avez le CACH et vous avez le FCC. Donc, normalement, si la classe politique était sage, il devait profiter de cette occasion qui s'est présentée, cette opportunité de fusionner, parce qu'à l'époque, il y avait 700 partis politiques répertoriés au ministère de l'Intérieur. Donc, on devait regrouper les 700 partis politiques au sein de ces grandes forces politiques en base d'idéologie. Vous voyez? Je vois. Donc, à partir de là, il n'y aurait plus eu la stabilité politique dans notre pays. Donc, bref, à l'issue des élections de 2018, il y a eu 3 grandes forces politiques qui ont eu le suffrage du peuple congolais, comme je l'ai dit, FCC, CACH et LAMC. Donc, tous ces partis-là, tous ces regroupements politiques devaient se rassembler autour de ces 3 composantes politiques en base de leur idéologie, gauche, droite et centre. Voilà. D'accord. Vous venez de nous éclaircir la motivation de votre article. Et je peux dire de manière anticipative, vous avez, je ne sais pas si c'est Dieu que vous avez révélé qu'il y aurait 3 grandes forces politiques. Et en citant FCC, la MOUCA et CACH, quelle est votre analyse sur le plan de motivation politique de chaque force, si on doit revenir en arrière? Bon, le problème qui se pose dans notre pays, on va le développer plus tard, c'est que, commençons par expliquer à nos téléspectateurs, parce qu'il y a des concepts importants en sciences politiques qui ne sont pas à la portée de la classe politique et du peuple congolais. Mon cher, ce qui est vraiment regrettable pour notre pays, ici, comme la politique paye bien, tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut être politologue, politiste, c'est-à-dire analyste politique. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Je ne vous arrache pas la parole. Vous allez continuer votre idée. Il y a une sous-question. Vous allez continuer vraiment l'idée. Qui est politologue, qui est analyste politique? Un politologue, c'est quelqu'un qui est spécialiste en sciences politiques, c'est-à-dire de faits et phénomènes politiques. C'est comme un juriste. Un juriste, c'est quelqu'un qui a eu son diplôme, qui a une formation, dont le rôle, c'est d'étudier les phénomènes, de faits et phénomènes juridiques ou bien judiciaires. De même en économie, de faits et phénomènes économiques. Donc nous, les politologues, donc nous sommes des spécialistes en ce qui concerne de faits et phénomènes politiques. Donc en même temps, nous sommes analystes parce que j'ai tous les instruments, tous les outils politologiques pour faire une analyse politique, parce que vous ne pouvez pas faire une analyse politique. Vous pouvez faire un commentaire politique, comme tous les autres. Les juristes, les économistes et tous les autres peuvent faire des commentaires, pas une analyse politique, parce que on a une information, on a des instruments, des outils pour faire une analyse politique. Donc c'est un abus de langage, les gens qui se décrètent, ils ne le sont pas. Ah bon? Voilà, ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. Donc, si je vous comprends bien, vous allez répondre à cette question. Si je vous comprends bien, par exemple, moi je suis dans la sphère de la communication, je décide demain laisser un peu la communication, la presse, je me lance dans la politique. Donc je ne suis pas un analyste politique, non, politologue, tout ça. Non, un peu. On va m'appeler qui? Il faut différencier des choses. Politologue et politique politicien.
c'est-à-dire politique. C'est lui qui fait la politique, ou bien ce que vous appelez politicien. Ok. Un politologue, c'est sa fonction, c'est son métier. Donc il faut différencier parce que souvent... Mais vraiment, c'est une confusion que beaucoup de gens ne savent pas qui est politicien, qui est politologue. On fait beaucoup de confusion. Parce que j'ai vu des économistes, vous venez de nous éclaircir, des économistes qui disent que je suis analyste politique. Non, ils ne le sont pas. Ils font des commentaires politiques. Ils font des commentaires politiques. Parce que la science politique, telle que vous voyez, c'est un domaine multidisciplinaire. Je dis en France, il y a des étudiants qui fuient la science politique, Sciences Po, pour aller faire la science économique ou bien le droit. Parce que la formation des politologues, c'est une formation vraiment difficile. Il faut maîtriser le droit, il faut maîtriser l'économie, il faut bien maîtriser la sociologie, la psychologie, beaucoup de choses. Donc un politologue, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Vous voyez. Et puis dans la science politique, vous avez l'administration et les politiques publiques. Je ne sais pas parce que les politiques publiques, on n'en parle même pas en République démocratique du Congo. Ailleurs, vraiment, c'est une filière vraiment qui est importante, la politique publique. Vous avez la socio-anthropologie. Et en troisième position, vous avez les relations internationales et études stratégiques. Études stratégiques, c'est études en ce qui concerne la sécurité, études des guerres. Voilà les trois sous-disciplines de sciences politiques. Donc, c'est un abus de langage lorsque les gens viennent dire qu'il est analyste politique. Ils ne sont pas des analystes politiques. Ce sont des gens qui font des commentaires politiques. Moi, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait la communication politique. Donc, je ne peux pas me décréter demain que je suis de l'information, tout cela. Non. Je pourrais faire une analyse en ce qui concerne la science de communication. Donc, je crois que on doit cesser avec cet état de choses. Si vous n'êtes pas du domaine, laissez les spécialistes venir expliquer. C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a la désorientation politique. C'est-à-dire, on n'explique pas aux gens ce qui se passe réellement en sciences politiques. Il y a des concepts, il y a beaucoup de choses en sciences politiques dont la population, le peuple ignore. Vous voyez. Et tout cela, c'est dû peut-être au Conseil supérieur de l'audiovisuel parce que cette institution doit recadrer, former les spécialistes en communication pour qu'ils puissent vraiment orienter leurs invités. Vous voyez, lorsqu'il y a par exemple quelque chose, parlant par exemple de l'économie, vous invitez un économiste, vous ne pouvez pas inviter un sociologue, ou bien un juriste, ou bien un politologue. En ce qui concerne par exemple, lorsqu'il y a des problèmes de l'urbanisme, tout ça, vous invitez un urbaniste, c'est ça. Donc je crois que vous devez vous remettre en cause et essayer un peu de faire bien votre boulot, inviter des gens qui sont du domaine pour bien orienter. Regarde par exemple ce qui se passe dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre pays. La guerre à l'est de notre pays. Cette guerre n'est pas seulement interne, ni sous-régionale, ni continentale, c'est mondial, c'est-à-dire c'est une guerre qui est liée à la transition énergétique, c'est-à-dire à la compétition sur le leadership entre la Chine et les États-Unis pour s'approprier de la richesse qui se trouve au Nord Kivu. Parce que la transition énergétique, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme il y a la dégradation climatique, c'est-à-dire on veut réduire la pollution. C'est-à-dire, prochainement, il n'y aura plus du pétrole, il n'y aura plus de gaz, tout cela, qui provoque l'effet de serre. Donc, on a dit, bon, on diminue et on va essayer un peu de chercher, qu'est-ce que je vais dire, des ressources propres. Donc, pour les voitures, on va fabriquer des batteries électriques dont le minerai se trouve en République démocratique du Congo. Il y a le lithium et d'autres minéraux qu'on appelle les minéraux rares. Ça se trouve en République démocratique du Congo. Donc,
Nous sommes assis ici, mais ces multinationales sont en train de cogiter comment on va s'approprier de cette vie, d'où la guerre dans l'est de notre pays. Donc il faut être spécialiste en relations internationales, études stratégiques pour venir expliquer à la population les tenants et les aboutissants de cette guerre. Donc quelqu'un qui n'est pas du domaine ne peut pas venir expliquer, comme je l'ai dit, les tenants et les aboutissants, les enjeux économiques, géopolitiques, géoéconomiques de la guerre qui est à l'est de notre pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je vous comprends bien, Monsieur Claude Monanga. Vous m'avez amené dans une zone, on était à un point A, vous m'avez amené directement à un point, je peux dire X ou Y, directement de la guerre. Mais on va retourner à l'amour de ma question, mais pour être dans la même ordre d'idée, vous avez parlé de guerre, de l'Est et tout ça, et beaucoup de choses à la fois. Maintenant, ma question est celle-ci. Par rapport à ce que vous venez de dire, que vous êtes analyste politique, je sais que après avoir analysé, il y a ce qu'on appelle les recommandations ou le processus d'amélioration ou le résolution. Donc, dans chaque travail scientifique, le peu qu'on a eu à apprendre à l'université, c'est comme ça. Et quand je termine de faire mes analyses, je dois apporter les recommandations, les résolutions, les suggestions et tout ça. Ma question est celle-ci. Comment éradiquer la guerre à l'Est? Bon, je pense là, on va revenir un peu après. Je dois, c'est pédagogique. Je dois commencer par expliquer qu'est-ce qu'un parti politique. Parce qu'il y a des concepts, des bases. Vous voyez, des bases. Parce que les politologues peuvent me comprendre, mais la population et les autres. Surtout, on va revenir, vous allez expliquer maintenant par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Le problème de l'Est, c'est un problème qui a été révélé par le premier ministre de notre pays, Lumumba. Dès l'accession de notre pays à l'indépendance, Lumumba prononce déjà les noms de balkanisation. Balkanisation veut dire quoi? Balkan, ça se trouve en Europe. Et il y a eu, je dis quoi, dislocation des différentes républiques, ex-Yougoslavie. C'est ça la dénomination, c'est-à-dire l'émiettement d'un État. Alors, il prophétisait. Pourquoi le monde a prophétisé? Parce qu'il savait la richesse que nous avons va nous procurer de problèmes. Je vais vous dire que la RDC a été, c'est-à-dire à l'époque le Congo belge, a été l'un des pays qui avait favorisé la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que à la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, la France et les autres pays, la Grande-Bretagne, n'arrivaient pas à venir au bout des puissances de l'Axe. Puissance de l'Axe, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie et le Japon. Alors, il a fallu que les Américains puissent faire des recherches pour trouver l'arme fatale, ce qu'on appelle la bombe atomique. Donc la bombe atomique qui avait été larguée dans des villes japonaises, l'uranium venait du Congo belge. Donc ni d'été, l'uranium de Chikolombo, je pense peut-être à l'époque là, on n'allait pas venir au bout du Japon pour essayer un peu de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Congo avait une spécificité, c'est-à-dire le Congo était un scandale géologique. Donc, tous les yeux de toutes les puissances étaient braqués sur la RDC. Donc, Lumumba disait que nous aurons des problèmes. On va diviser ce pays
pour que ces puissances puissent s'approprier de la richesse. Alors, après l'indépendance, vous avez vu, on avait assassiné le Lumumba. Pourquoi? Il y avait l'antagonisme à l'époque de la guerre froide entre l'Occident et l'Orient. Mobutu, vous êtes en train d'expliquer. Ici, nous sommes dans une émission pédagogique et scientifique. Oui. L'antagonisme, c'est quoi? C'est l'antagonisme, c'est-à-dire c'est la confrontation entre les deux superpuissances. Parce que le monde, à l'époque, on appelle ça, en sciences politiques, en relations internationales, un système bipolaire. La bipolarité, à l'époque, c'était la bipolarité du monde. Donc, entre les systèmes capitalistes et les systèmes socialistes communistes, entre les deux. Donc, un système bipolaire. Parce qu'il y a 3 systèmes internationaux. Vous avez le système unipolaire. Donc, après la chute du mur de Berlin, nous étions entrés dans le système unipolaire. Donc, il y avait une seule superpuissance, les États-Unis et les Occidentaux. Et il y a le système bipolaire. Donc, entre 2 superpuissances. Et ensuite, le système que nous sommes en train de vivre maintenant, le système multipolaire. Donc, il y a plusieurs pôles de puissance. Donc, je crois que vous avez compris les 3 systèmes. Donc, la diplomatie d'un État doit s'aligner sur le système international qui est en vigueur à l'époque. Vous comprenez? Donc, la République démocratique du Congo est toujours sous tension. Pourquoi? À cause de notre richesse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après la guerre froide, il y a eu la disparition de l'URSS. Donc, il y a un vide. Et c'est la Chine qui est montée en puissance. La Chine est maintenant la 2e puissance économique mondiale. Donc, la Chine veut maintenant prendre la première puissance des États-Unis. D'où il y a une compétition au niveau international pour que l'Occident puisse arrêter l'ascension de la Chine. Or, l'erreur que l'Occident avait commise à l'époque, c'était quoi? Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, l'aide publique au développement qui était consacrée à l'Afrique avait été détournée pour la consacrer aux ex-pays de l'Union soviétique, ex-pays de l'Union soviétique. Alors, il n'y avait pas, il y a eu un vide au niveau du marché en Afrique. Alors les Chinois sont venus remplacer les Occidentaux. Parce qu'au départ, ces vides-là, si ce n'était pas remplacé, il y aurait eu des problèmes. Parce qu'à l'époque, c'était des Français, les marchandises provenaient de la Belgique, la France et d'autres pays. Et c'était coûteux. Lorsque les Chinois viennent remplacer les Occidentaux, les marchandises étaient à la portée de tous les Africains. Donc ces vides-là ont des conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire la Chine commençait à s'implanter petit à petit en Afrique. Et aujourd'hui, je crois, 70, je n'ai pas vraiment les statistiques, 70 ou bien 80% du marché de l'Afrique, c'est entre les mains des Chinois. Vous voyez. Donc, l'Occident était capable de récupérer le marché africain. Or, la croissance économique de la Chine, je crois, provient, je ne dis pas en totalité, mais dans la plupart des cas, des minéraux provenant de l'Afrique. Vous voyez. Donc, l'Afrique a joué un rôle très important dans l'ascension économique de la Chine. Vous voyez. Alors, la transition énergétique qui est en train maintenant de se faire, vous voyez. Donc, l'Occident a choisi le Rwanda comme son bras séculier pour faire la main basse sur notre richesse. Vous voyez.
sur notre échelle. C'est pourquoi vous verrez que cette guerre ne va pas se terminer si le peuple congolais n'arrive pas à comprendre les enjeux de cette guerre. Nous devons nous intérioriser que nous avons un grand pays, un pays riche. C'est comme vous avez une belle femme, et elle sera courtisée par tous les hommes. Donc nous, la République démocratique du Congo, nous ne resterons jamais tranquilles jusqu'à la fin du monde à cause de notre richesse. Donc nous devons réfléchir, comprendre que nous devons monter des stratégies. Les stratégies, c'est quoi? Comme vous avez dit, les recommandations. Tout d'abord, c'est le consensus national. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Parce que s'il n'y a pas une cohésion, l'ennemi va profiter. Et c'est ça. Regarde par exemple nos frères qui choisissent d'aller rejoindre la rébellion. Pour quelle fin? Pour quelle finalité? Vous voyez? Et demain, s'il va venir prendre le pouvoir, c'est un cercle vicieux. C'est la même chose avec Mobutu. Mobutu est parti, Kabila est venu. Et c'est la même chose. Donc nous devons comprendre que s'il y a un problème au niveau de notre pays, nous devons tout faire pour arranger ce problème ici, trouver un consensus national. C'est la raison pour laquelle on demande à ce qu'il y ait un dialogue. Le dialogue est toujours permanent. Nous devons dialoguer, nous devons trouver un consensus pour garder une cohésion. Parce que si vous n'avez pas la cohésion au niveau national, en tout cas, l'ennemi profite. De deux. Ok. De deux. Essayez un peu de condenser. Oui, de deux. Les Congolais doivent savoir que nous avons 9 pays voisins. Ce sont des pays qui sont hostiles à nous. Donc nous devons développer la capacité de résistance. Regarde par exemple l'Israël. L'Israël est entouré des pays arabes qui sont hostiles. L'Israël a développé la capacité de résistance. Mon cher, au moment où les Congolais ils passent tout leur temps dans des futilités, en train de boire, dans des partis politiques, tout cela, mais la balkanisation est en train de se concrétiser. Les gens sont distraits. Les gens sont distraits, les gens réfléchissent. Regarde votre émission. C'est une émission pédagogique. Une émission du savoir. Mais combien de gens écrivent? Combien de gens lisent? Allez voir dans des bibliothèques, ils ne lisent pas. Nous qui venons à l'extérieur, les Rwandais étudient dans des universités, des Burundais, des Tchadiens. Combien de Congolais de l'extérieur fréquentent? Comment nous pouvons influer sur les relations internationales si vous n'avez pas de compatriotes dans le monde qui peuvent faire bouger les choses? Il faut être sérieux. Est-ce que nous sommes sérieux dans notre pays? Mais non. Pour nous, c'est quoi? Il faut être ministre. Il faut être député. Mais ils n'ont même pas de vision. Il faut construire des immeubles. Mais demain, si ces gens-là viennent, mais on va vous ravir ça. Donc, mon cher frère, c'est-à-dire ce pays est en danger. Mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire il faut changer les logiciels des Congolais. Il faut que le Congolais puisse... Papa Claude Mounang, je vois que si je vous laisse ici sans pour autant vous arrêter, donc on pourra faire plusieurs numéros sans pour autant terminer. Je crois que dans l'avenir, on va faire une émission spéciale où vous allez nous parler de comment éradiquer la guerre à l'Est. On va revenir sur votre article. Mais j'avais posé une question. On va y revenir. Vous avez donné plusieurs recommandations de manière, je peux dire, dispersée. Ici, nous sommes dans une émission pédagogique, scientifique. Le chef de l'État, s'il est en train de vous suivre, c'est parmi la pomme des discordes de son mandat. C'est parmi les défis de son mandat de maintenir l'unité nationale. Il est en train de se battre pour que le Congo ne puisse pas être balkanisé. Donner
cette stratégie au chef de l'État? Tout d'abord, il faut faire des réformes, plusieurs réformes. La réforme politique. La réforme politique que j'ai écrite, il faut fusionner les 1000 partis politiques aujourd'hui vers ce que j'appelle ici les tripartismes. Les tripartismes, c'est quoi? C'est-à-dire créer 3 grandes forces politiques, que tous les 1000 partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur vont se fondre au sein de ces 3 grandes forces politiques. Vous avez les forces de tendance gauche, parce que l'IDPS, PPRD, PALU, ce sont des partis qui ont la tendance idéologique de gauche. Vous avez ceux de partis de recoupement qui sont de droite. Ils sont recoupés dans leurs composantes. Des droites, oui. Vous avez énuméré CNL et vous avez ceux du centre. Et ensemble, vous allez le passer gauche ou droite? Non, gauche, droite, centre. Vous voyez. Centre, c'est ensemble, le Moïse Katumbi. Oui, ils peuvent être du centre. Mais non, ok, excusez-moi un peu, vous êtes en train de m'amener dans plusieurs terrains à la fois. Je sais que vraiment, il faut essayer un peu de ramener notre réflexion d'abord par terre, après vous nous amenez. Nous tous ne sommes pas à l'école doctorale. Essayez un peu de nous expliquer, ça c'est votre première recommandation. Essayez un peu de nous expliquer. Maintenant, quels seront, par exemple, le point de, comment dirais-je, le point de sélection que tel parti doit être gauche, droite, au centre, hein? C'est ça que je voulais, tout d'abord, il y a des choses basiques que je voulais expliquer pour vous puissiez comprendre, entre parenthèses. C'est ce que je voulais tout d'abord expliquer pour que vous puissiez comprendre. Un parti politique, tout d'abord, c'est quoi? Ok, un parti, d'accord, ok. Entre parenthèses, je vous arrache pas la parole, ok, pour que vous puissiez nous répondre. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qu'un parti politique et quel est le rôle d'un parti politique. Voilà. 2 questions. Le parti politique, tout d'abord, c'est quoi? Pour définir un parti politique, vous avez 3 principes. Okay. Définissons les partis politiques. Vous avez une organisation. Un parti politique, c'est une organisation. Donc, vous avez des structures au niveau national, au niveau provincial, jusqu'au niveau local. Tout. C'est une organisation. 2. Un parti politique, c'est une organisation durable. C'est-à-dire, tu crées une parti politique, mais ces partis politiques, donc son âge est supérieur à ton âge. C'est-à-dire, ce parti politique va subsister, donc tu meurs, ce parti politique va continuer jusqu'à la fin. Donc, une organisation durable. 3. Troisièmement, ce qui est vraiment important. Donc, un père maintenant, un père aujourd'hui. Mais ça continue. Un père, ça continue. Oui. Quel est le siège de un père? Je ne sais pas, mais le parti Imper, ça existe, mais ça n'a pas. Le secrétaire général de Imper. Non, je n'entre pas là-bas, mais je sais que le Imper existe, comme d'autres, l'Abaco existe. Tous ces partis-là existent. Mais ça n'a pas l'engouement battant. Alors, le 3e principe, qui est le plus important dans le Congolais, l'idéologie. Donc, aujourd'hui, en République démocratique, l'idéologie, là, c'est ça, de manière pragmatique. C'est l'ensemble d'idées. Ok. C'est ça. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, on ne respecte pas l'idéologie. C'est pourquoi il y a l'instabilité politique. C'est-à-dire, si vous créez un parti politique, il faut avoir l'idéologie. Vous avez quelle idéologie? Vous êtes de gauche? Vous êtes de droite? Vous êtes de centre? Rien du tout. Ils écrivent, par exemple, je suis de gauche. Mais ils font autre chose. Ils font des alliances contre nature. C'est à l'encontre de principes de sciences politiques. Donc, ce qui est important, c'est l'idéologie. Mais en République démocratique du Congo, aucun parti politique, aucun regroupement politique ne respecte l'idéologie. 3e définition des partis, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Le rôle d'un parti politique, c'est de conserver ou bien de conquérir le pouvoir. Donc, dans ces 4 principes-là, il y a un principe que presque tous les partis politiques ne respectent pas. C'est l'idéologie. On ne respecte pas l'idéologie. C'est ça. Alors, le rôle d'un parti, les partis jouent un rôle très important dans un pays. C'est quoi? Vous avez une fonction de gouvernance, gouvernante. C'est-à-dire,
les partis politiques sont là pour gouverner. Vous voyez. Deuxième rôle, c'est rôle programmatique, c'est-à-dire les idées, la diffusion des idées. Troisième rôle tribucien, fonction tribucienne, c'est-à-dire faire le relais de mécontentement de la population auprès des gouvernants. Quatrième fonction des sélections, c'est-à-dire sélection des candidats. On sélectionne des candidats pour des élections. Et puis en même temps, vous encadrez ces candidats, hein, par exemple les députés au sein du Parlement ou bien du gouvernement. Voilà. Alors, après ces définitions-là, après ces principes, vous entrez dans les systèmes des partis politiques. Vous avez 3 systèmes. Vous avez le monopartisme à l'époque de Mobutu, c'est-à-dire vous avez un seul parti au pouvoir. À l'époque, c'était le MPR. Vous avez le bipartisme, le système qui se trouve aux États-Unis. Vous avez 3 grands partis, principaux partis. Vous avez les partis républicains et les partis démocrates. Il y a le bipartisme aussi en Angleterre. Vous avez les conservateurs, vous avez les travaillistes et les systèmes multipartites que nous avons. Donc, il y a plusieurs partis. Dans le multipartisme, vous avez le tripartisme que j'ai évoqué ici. Donc, 3 grands partis politiques. Donc, vous comprenez maintenant l'architecture du système politique. Alors, le système politique, c'est quoi? Le système politique, c'est l'ensemble de l'élément en interaction entre le gouvernant et le gouverné. Le gouvernant, c'est qui? C'est qui sont au pouvoir. L'opposition, les institutions. Tu vois? Les gouvernés, c'est le peuple. Bon. Entre les deux, là, il y a une frontière. La frontière, là, on appelle ça le feedback. C'est-à-dire, le gouverné, c'est comme toi, la population, moi. Donc, notre rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire des demandes. Des demandes, par exemple, faire des routes, des écoles. Et puis soutenir les partis, par exemple, le gouvernement. Et puis vous avez les outputs, c'est-à-dire le gouvernement, vous avez les décisions que le gouvernement prenne et puis les actions qu'ils mettent en action. Voilà. Monsieur Claude Mounanga. Je crois que c'est un peu difficile, mais il fallait expliquer pour qu'on puisse comprendre. Ok, c'est un peu difficile. Vous m'avez amené un peu à une zone un peu, comment dirais-je, un peu sombre et tout ça. Et l'article est vraiment très profond. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses que nous devons tirer comme jus. Mais ma question était juste de donner cette recommandation au chef de l'État. Là, vous allez le donner prochainement. Parce que non, mais je n'ai pas terminé. Je vais un peu synthétiser. Attendez un peu. Parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, on aura du temps. Un livre, un auteur, c'est votre maison. Et donc, il y a à boire et à manger dans ces livres. Et comme il est des coutumes dans notre émission Un livre, un auteur, l'auteur dédicace à l'émission son article ou bien son livre. Donc je signe. Mais... Oui, vous dédicacez, vous signez. Donc dans nos archives, on va garder que on a reçu le docteur Claude Mounanga qui nous a parlé de comment éradiquer la guerre à l'Est, qui nous a essayé de nous expliquer sur plusieurs thématiques, système politique, c'est quoi un parti politique. Non, vraiment, quand je préparais cette émission, j'ai eu beaucoup de questions, mais ces questions-là n'ont pas vraiment été traitées. Il y a beaucoup de choses et je crois que vous serez toujours le bienvenu à Un livre, un auteur, pour que nous puissions un peu essayer d'éclairer le monde. Vous savez, l'objectif de cette émission est vraiment pédagogique. Nous voudrons que nos lecteurs, les amoureux de la lecture, comme vous avez dit que le parti dans les bibliothèques, les gens ne lisent pas, à travers vos articles, à travers vos livres, qu'ils puissent quand même
instaurer encore, réinstaurer encore, si je peux utiliser les termes, les goûts de la lecture. Et nous sommes à la fin. Une petite question et votre mot de la fin. J'allais juste vous demander quelles sont les différentes étapes de l'évolution d'un parti politique en 1 minute et votre mot de la fin. Je voulais tout d'abord terminer ce que vous m'avez demandé pour le président. Oui. La réforme politique. Premièrement. Réduire les partis politiques au sein de 3 grandes forces politiques. 2. Réforme judiciaire. Ok. C'est-à-dire la réforme judiciaire. Vous allez développer à un autre numéro. Oui. Ok. Oui, la réforme judiciaire. 2. La réforme économique. Ok. Décréter l'économie de guerre. Ok. 4e. La réforme des services de renseignement. Ok. Et créer une nouvelle armée et police. Ok. 5e. Un large consensus national. Ok. 6e. 6e, instituer un tribunal international pour le Congo. Ok. 7e. 7e, réformer le système éducatif. Ok. Merci beaucoup. On a 7 recommandations. Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Voilà notre invité qui vient de donner cette recommandation. La prochaine édition, vous allez entrer maintenant dans le vif pour expliquer chaque recommandation. Déjà, il y a beaucoup de choses que je devais vous poser des questions par rapport à votre article. Donc, l'émission, le plateau est pour vous. Prochainement, vous allez passer pour que nous puissions débattre. Je ne sais pas, une petite salutation aux gens qui vous ont suivi, un message d'1 minute, on va conclure l'émission. Bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de messages, mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le pays puisse vraiment faire des réformes vraiment importantes, notamment pour moi. Il ne faut même pas changer la constitution, il ne faut même pas refuser, mais il faudrait élaborer une nouvelle constitution. Entrer à la 4e République. Donc il faut changer beaucoup de choses. Donc je suis non pas pour le changement constitutionnel, ni pour la révision, mais élaborer une nouvelle constitution. Vous vous rendez compte, l'article 17, on dit il faut céder notre souveraineté à un pays africain. Vous voyez, c'est une bonne constitution. Donc il y a beaucoup de lacunes dans cette constitution. Ce n'est pas seulement, les gens voient seulement question de mandat, non. Il y a beaucoup, si vous lisez cette constitution, vraiment c'est... Mais c'est Claude Monanga, analyste politique, doctorant en sciences politiques. Le Congo est béni, nous avons des têtes. Vous êtes une tête bien faite. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur. Article, livre, thèse, DEA. La place est là pour que vous veniez vous défendre. Contactez-nous à ce numéro 09 99 19 7 568. 09 99 19 7 568. C'est votre humble serviteur Michel Kabassé, les chroniqueurs littéraires. On est là juste pour vous édifier. Merci au directeur de production, M. Christian. Merci à mes frères qui m'ont accompagné à la belle vitrée. Et merci à vous, Papa Claude Monanga. Et je crois que prochainement, on va développer plusieurs stratégies, plusieurs facteurs. Et on va entrer encore dans le fond de votre article. Chers lecteurs, les amoureux de la lecture, vous qui nous soutenez partout, pour cette vision, cette mission, un livre, un auteur, nous sommes vraiment reconnaissants et vraiment, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de venir défendre votre savoir sur le plateau de Un livre, un auteur. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, bye bye.